Bonsoir à tous. On est heureux de vous accueillir. Je suis Sébastien Thureau, je suis oncoradiothérapeute au centre. Et moi, je suis Florent Clateau, je suis oncologue médical au centre Henri Becquerel également. Et donc, on a déjà fait plusieurs soirées sur les cancers ORL depuis quelques années. On essaie de diffuser l'information sur la prise en charge de ces cancers depuis quelques années. Cette année, on a voulu centrer la pratique sur vivre avec le cancer ou après le cancer. Et donc, il y a toute une thématique qui va être abordée par rapport à ce sujet-là ce soir. Et cette soirée s'intègre dans la campagne de sensibilisation Make Sense qui sensibilise au cancer ORL. Et donc, pour débuter, on va tout de suite passer la parole au docteur Roussel, qui va débuter la soirée. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup déjà d'avoir répondu aussi nombreux et d'être si nombreux ce soir et en distanciel également. Effectivement, moi je vais commencer avec une partie très courte finalement, avec des notions peut-être que vous connaissez déjà. On va parler dans un premier temps des séquelles de la chirurgie et de la radiothérapie en ORL, ce qui va permettre ensuite de laisser la place aux autres présentations sur lesquelles on s'attardera davantage. L'idée étant plus de discuter de la prise en charge justement des séquelles, de l'accompagnement qu'on propose aux patients, des traitements et des solutions qui vont pouvoir être mises en place. Donc un bref rappel, l'ORL ça inclut tout ce qui est sphère de la cavité buccale, le pharynx, le larynx, et à ne pas oublier également tout ce qui est chirurgie cutanée de la face. On l'oublie souvent, mais c'est des chirurgies qui parfois sont lourdes, avec des rançons cicatricielles qui peuvent être importantes, et je vous montrerai quelques exemples. Le traitement est avant tout chirurgical, sauf rare exception, dès lors que la chirurgie est possible. Ça, c'est le premier des traitements qu'on propose dès lors qu'une intervention est possible. Et puis derrière, on pourra proposer de la radiothérapie, voire de la radiothérapie associée à de la chimiothérapie. L'objectif étant le contrôle de la lésion et également, autant que possible, on va essayer de préserver la fonction respiratoire, la fonction de déglutition. Je vais essayer de faire un topo assez imagé, l'idée étant de passer encore une fois rapidement sur ces notions-là que vous connaissez déjà. On va commencer par les séquelles chirurgicales, vous les connaissez pour la plupart. D'abord les séquelles esthétiques, avec souvent une rançon cicatricielle qui est importante. Je vous ai mis quelques exemples. À gauche, vous avez un exemple de curage cervical, au milieu également avec un curage plus étendu. Et puis, les résultats sont aléatoires avec des patients qui vont plus ou moins bien cicatriser. Ici, je vous ai mis à droite un exemple de cicatrice kéloïde. Ça, c'était pour l'aspect cicatriciel. On va pouvoir également, sur le plan esthétique, avoir des déformations faciales qui vont être plus ou moins importantes. Je vous ai mis à gauche un cas assez caricatural avec un patient qui a eu une mandibulectomie interruptrice et chez qui on n'a pas proposé de reconstruction. Donc ça, c'est ce qu'on faisait encore il y a quelques années. Parce qu'on n'avait pas de solution encore possible à l'époque. Maintenant, heureusement, on a des solutions nouvelles chirurgicales. On fait ce qu'on appelle des lambeaux libres, c'est-à-dire qu'on va prendre des tissus ailleurs pour aller les apporter au niveau de la face. Donc, vous voyez, le monsieur à droite, il a eu finalement sensiblement la même chirurgie, mais on lui a proposé une reconstruction osseuse avec un lambeau de péroné. Donc, on prélève au niveau de la jambe et vous avez au milieu la reconstruction 3D de la chirurgie. Malgré tout, la reconstruction elle-même va occasionner des séquelles, ça on l'oublie aussi. Je vous ai dit que pour le monsieur, on avait pris un lambeau de péroné. Vous avez en bas à gauche un prélèvement type de lambeau de péroné. Donc vous voyez, on fait aussi beaucoup de cicatrices au niveau de la jambe. Et pour aller refermer au niveau de la jambe, on va aller prendre souvent au niveau de la cuisse pour faire une greffe de peau. Vous avez l'exemple sur la photo à droite. Tout ça, évidemment, ça laisse des cicatrices. Autre exemple, quand on ne peut pas prendre le péroné, on peut prendre au niveau du dos, soit un lambeau mou, soit un lambeau osseux. Et vous voyez toujours, on a vraiment des grandes cicatrices. Malheureusement, on n'a pas d'autre choix que de faire ce genre de cicatrices. On ne peut pas faire du mini-invasif sur ce genre de chirurgie.
Autre exemple, alors voilà, j'ai insisté tout à l'heure de façon très brève, mais la dermato aussi, tout ce qui est chirurgie cutanée du visage, c'est pas anodin. Vous avez l'exemple ici d'une dame à gauche qui avait un cancer cutané et on se retrouve assez facilement à faire des grandes cicatrices pour pouvoir les refermer. Et à droite, vous avez un autre exemple de patient qui a une rhinectomie. Donc on est dans des conséquences fonctionnelles esthétiques qui sont majeures. Donc ce monsieur-là, on l'a opéré récemment. On a fait le choix d'une reconstruction par épithèse, donc c'est une prothèse qu'on va lui proposer. Pour le moment, il est encore en phase de cicatrisation, mais vous voyez, on a des résultats qui, somme toute, sont plutôt très corrects. Je vous ai parlé des séquelles esthétiques de la chirurgie. On va pouvoir aussi avoir un certain nombre de conséquences fonctionnelles à ça. En lien avec la déformation, la déformation faciale, mais pas que. On va pouvoir parfois être exposé à des atteintes nerveuses, soit de façon obligatoire parce qu'on est obligé pour enlever la tumeur, soit ce sont des complications de la chirurgie. Je vous ai mis en bas à gauche un exemple de paralysie faciale sur la partie inférieure du visage, avec une déformation de la cavité buccale. À gauche, c'est une séquelle en lien avec un curage cervical et un sacrifice du nerf qui sert à l'ascension de l'épaule. Et puis à droite, vous avez un exemple de paralysie faciale complète. Conséquences fonctionnelles, évidemment, tout ça, l'ensemble de ces chirurgies, à la fois avec ces atteintes, à la fois sur le massif facial et nerveuse, va avoir des implications sur la fonction de déglutition. On parle de dysphagie, donc c'est des patients à qui on va pouvoir mettre en place des sondes nasogastriques ou des gastrostomies de façon temporaire ou définitive. Et puis, qui vont pouvoir potentiellement avoir des conséquences sur le plan de la vocalisation. On parle alors de dysphonie. Typiquement, c'est des patients qui vont être porteurs d'une trachéotomie, qui vont soit avoir une aphonie, soit une dysphonie, donc une modification de la voix. Et puis, la situation plus agressive, où parfois, malheureusement, on n'a pas le choix, on va retirer le larynx. Vous avez un exemple à droite ici où on enlève l'ensemble des cordes vocales. Et là, à ce moment-là, évidemment, les conséquences sur la voix sont majeures. Je passe maintenant aux séquelles de la radiothérapie. L'idée étant de faire un focus assez rapide, encore une fois. Je vous ai répertorié quelques complications aiguës de la radiothérapie. Je vous ai mis un exemple de mucine. Donc c'est une inflammation de la cavité buccale en lien avec la radiothérapie à gauche. Et à droite, vous avez un exemple de radiodermite. Donc c'est une conséquence directe de la radiothérapie avec évidemment des brûlures et des douleurs importantes qui peuvent être inhérentes à ces traitements. Autres séquelles de la radiothérapie, maintenant qui peuvent survenir de façon plus tardive. On va avoir des phénomènes de sclérose cervicale. En somme, c'est un aspect en fait cartonné de la peau, avec des mobilités qui peuvent être réduites, une difficulté d'ouverture buccale. Et puis à terme, vous avez un exemple ici à droite, ce qu'on appelle une ostéoradionécrose. C'est finalement une fracture secondaire de la mâchoire en lien avec la radiothérapie. Et puis d'autres conséquences que vous connaissez, c'est notamment la sécheresse buccale on parle alors de xérostomie. Voilà, l'idée était de faire quelque chose d'assez rapide, d'assez imagé pour introduire la suite des topos. Et encore une fois, l'idée est de parler plutôt aujourd'hui des solutions, des possibilités. Heureusement, on a la chance d'avoir une équipe derrière qui nous aide beaucoup pour essayer de faire au mieux pour les patients, notamment sur tout ce qui est versant dysphagie, dysphonie, avec le docteur Navarre qui va vous en parler un peu plus longuement, et puis Oriana Gopian qui est orthophoniste chez nous. Et du coup, à qui je vais laisser la parole. Je crois que c'est à vous après. Je vais boire un coup. Donc là, je vais surtout insister sur le côté fonctionnel. Tout ce que vous a décrit Lise-Marie ont des conséquences, y compris les reconstructions.
C'est pas parce qu'on a mis un lambeau qu'on va mieux avaler et mieux gérer. Dans tous les cas, ces troubles de la déglutition et de la phonation constituent un handicap majeur, puisque on peut plus manger en famille, on peut plus aller au restaurant, on a du mal à répondre au téléphone, d'où la nécessité de s'intéresser à ce problème. Donc, rappel anatomique et fonctionnel pour dire que phonation et déglutition, c'est les mêmes organes, hein, la langue, les lèvres, le larynx, le pharynx, et qui vont donc être impactés par des amputations, y compris quand il y a reconstruction. Pour une déglutition normale, je vous ai mis une petite vidéo où vous allez voir quelqu'un qui va mâcher de la barite avec des morceaux de biscotte dedans. Donc tout ce qui se passe dans la bouche est important, puisque il faut que le bol alimentaire soit homogénéisé, qu'il soit rassemblé et qu'il soit ensuite projeté vers le pharynx et qu'il puisse passer dans l'ésophage, dont le sphincter supérieur s'ouvre de manière réflexe. Les cordes vocales se ferment pour protéger les voies respiratoires. Et tout ça doit donc être coordonné. Là, tout se passe bien. C'est quelqu'un de tout à fait normal. J'en profite pour vous commenter un peu le dessin. L'image claire en avant, c'est la trachée. Vous voyez que dans la bouche, ça se mastique. Il y a une double texture, donc le liquide y passe un peu plus vite. Mais au total, la bouche est vidée et il n'y a aucun résidu dans aucun des récessus, c'est-à-dire derrière la langue au niveau des vallécules et au niveau des sinus piriformes qui sont au niveau du pharynx. Dans les pathologies, on va se retrouver soit avec des difficultés à traiter le bol alimentaire dans la bouche, on va avoir des difficultés de transit oral, et on peut avoir aussi des difficultés de propulsion au niveau pharyngé. Ce qu'on voit beaucoup avec la fibrose qui est induite par la radiothérapie. Et le défaut de protection des voies respiratoires, à partir du moment où vous amputez une corde vocale, le patient arrive à s'exprimer, mais il faut savoir qu'il y a toujours un petit défaut de protection, donc les liquides vont forcément passer à côté. Là, je vous ai montré un petit peu un lambeau. Donc, c'est un patient qui a eu une reconstruction avec un lambeau postérieur, mais on a quand même, c'est assez bref, hein. Enfin, si ça veut bien partir. Oui, pardon. Oh, merde. Zut. On voit que la langue bouge quand même moins bien du côté gauche. Donc ça va forcément induire des difficultés. Là, on le voit un petit peu. OK. Un lambeau antérieur qui bloque complètement la langue, auquel la langue est attachée. Et on voit toutes les difficultés que va avoir ce patient quand il met quelque chose dans la bouche, comment il va faire pour propulser vers l'arrière son bol alimentaire. Il a quand même récupéré un petit peu de mobilité de la langue derrière, ce qui lui permet à l'heure actuelle de se nourrir avec une seringue et une sonde. Et il propulse ça vers le pharynx qui est intact. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, les défauts de propulsion, là vous avez une personne qui a une BPTM. On voit le montage avec les vis là sur sa mandibule, et vraisemblablement il a eu aussi une radiothérapie puisqu'on voit qu'il y a une atrophie globale de toutes les surfaces. Donc au niveau de la bouche, avec une texture pas trop compliquée, il arrive à propulser avec pas mal de difficultés, et on voit à la fin de la vidéo que la bouche n'est pas totalement vidé, il aura toujours un résidu dans la bouche et qui se débrouille pas trop mal. Il a bien travaillé, mais il a un petit résidu dans les sinus piriformes.
Alors, au cours d'un repas, par exemple, si la propulsion pharyngée est insuffisante, on va voir ce résidu pharyngé augmenter, augmenter, augmenter. Et s'il n'arrive pas à le vider, qu'il continue à introduire des aliments, à un moment donné, ça va déborder dans les voies respiratoires, puisqu'il faut bien qu'il respire à un moment donné. Alors là, je vais vous demander de bien regarder au niveau de l'image claire antérieure, au niveau du cou, qui est la trachée. C'est un patient qui a eu une laryngectomie partielle. Donc il parle, pour lui, il n'a aucun problème d'alimentation. En l'interrogeant de manière policière, oui, c'est vrai que je tousse quand même de temps en temps avec l'eau, mais tout le monde tousse de temps en temps en buvant. Vous l'avez vu là? Il a fait une fausse route. Hein. On a une image de pénétration. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en fait, il ne tousse absolument pas. C'est-à-dire que la toux n'est pas obligatoire dans les fausses routes. Les petites fausses routes, ça ne fait pas partie des signes qui sont super fiables. Hein. Donc, par rapport à la prise en charge, on va proposer 2 secteurs. Hein. L'adaptation. Il va falloir que le patient apprenne à vivre avec son handicap et il va falloir lui donner les moyens de comprendre ce handicap pour qu'il trouve des solutions pour arriver à s'alimenter, à parler. Donc, on va lui proposer des postures qui vont exclure dans le mouvement de déglutition la partie qui fonctionne moins bien. Hein. Dans la bouche, il faut se rappeler toujours qu'un lambeau ne sent rien, ne bouge pas. Donc on va demander au patient de passer du côté où il sent quelque chose et où la langue bouge encore. Hein. Ça paraît évident, mais les patients, il y en a certains qui trouvent tout seuls. Si on les aide, ça va un peu plus vite. La texture, parce qu'il est bien évident qu'il y a des aliments, par exemple, tout ce qui est granuleux ou qui a double texture, il est bien évident que quand on a une langue qui bouge qu'à moitié ou très mal, on ne peut pas gérer ça. Donc il va falloir choisir des choses homogènes. La réhabilitation, donc Lise Marie a développé, donc elle peut être chirurgicale, on va corriger un certain nombre de choses, prothétiques. Le fait d'appareiller un patient qui est édenté, on va l'aider. On lui redonne un appui antérieur quand c'est possible. Hein. On l'aide aussi à retrouver une intelligibilité de la parole. C'est important. Et puis, il y a toute la phase rééducative, et ça va être développé par Oriane. Donc, dans tous les cas, je pense que l'information du patient est capitale. Alors, c'est difficile quand on vous apprend que vous avez un cancer, que vous allez être amputé d'une partie de vos moyens de production vocale ou de votre possibilité de manger normalement, de tout intégrer. Mais il faut commencer à le dire, je pense, très tôt. Il ne faut pas hésiter à faire des schémas, à bien montrer aux patients qu'est-ce qui va plus fonctionner. Et il ne faut pas hésiter à réitérer cette information tout au long du suivi. Parce que les complications, je vous les cite, hein, c'est quand même la dénutrition. Vous avez des patients, j'ai vu autrefois des patients qui arrivaient dans un état de dénutrition sévère et auxquels on disait « mais on vous a guéri de votre cancer, de quoi vous plaignez-vous » Les infections respiratoires, on voit des services qui sont tout étonnés que le patient se retrouve en réanimation avec des hypoxies. Ça ne devrait pas arriver. C'est évident que on va pouvoir anticiper toutes ces complications. La prise en charge et le suivi est multidisciplinaire. C'est ce qui est le plus difficile, c'est-à-dire de mettre ensemble plusieurs spécialités. Mais bon, on a la chance à Becquerel de bien communiquer. L'ORL va faire un bilan des structures utiles, donc des examens en nasofibroscopie avec des essais alimentaires, des pharyngographies comme je vous ai montré,
permettent de pouvoir dire au patient dans quelle position il sera en sécurité pour avaler. On va pouvoir donner des axes à la rééducation orthophonique. On va pouvoir préconiser des textures. Donc la prise en charge orthophonique a un rôle très important puisque va mettre en place ces postures, va faire travailler les structures restantes. Souvent, elles ont un gros rôle de remotivation du patient. Le suivi diététique et nutritionnel est très important aussi. Non seulement on va pouvoir évaluer si les apports oraux, quand ils sont possibles, sont suffisants, donc pouvoir déterminer le moment où on pourra passer à une alimentation orale complète, vont donner des conseils de préparation des aliments, de répartition dans la journée pour assurer une ration suffisante. Les pneumologues sont importants parce qu'ils permettent de savoir dans quelle mesure le patient va pouvoir supporter un certain nombre de fausses routes, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, il y en a. À partir du moment où on n'a pas plus tous les éléments, de pouvoir nous dire si le patient est capable, vu son état respiratoire, de tousser ces fausses routes, puisque c'est le premier système de défense, quoi. On rejette. Et les kinésithérapeutes qui vont pouvoir aider à la mobilisation cervicale. Je vous ai parlé des postures. Ça peut être comme ça, hein, le menton sur le... Donc quand on a eu des rayons, des opérations, des cicatrices tendues, bah, c'est pas toujours évident. Donc ça peut se travailler. Et puis ils vont aussi aider au drainage bronchique. Donc c'est un handicap, à partir du moment où on touche à la phonation, à la déglutition, c'est des handicaps sévères, constants, définitifs et parfois même évolutifs, puisque la radiothérapie va pouvoir entraîner au bout de quelques années des blocages par évolution de la fibrose post-radique. Donc plus la prise en charge est précoce et multidisciplinaire est faite, plus le patient est informé des possibilités, mieux c'est. Donc information du patient, prise en charge plus efficace. C'est le patient qui se rééduque, c'est lui qui fait les efforts. Donc ça me paraît très important. Merci pour votre attention. Je veux bien la télécommande. Donc on va maintenant passer à la prise en soins orthophonique dans le cadre de cancer des voies aérodigestives supérieures. J'ai d'abord refait une petite introduction pour vous rappeler les conséquences des traitements des cancers des voies aérodigestives. Donc, il y a de nombreuses conséquences suite à ces traitements-là. Tout d'abord, il y a la déglutition qui va être atteinte, quel que soit le type de traitement. On va avoir le temps oral qui va être atteint, surtout avec les chirurgies de la cavité buccale, avec une difficulté au niveau de la mastication, du transport du bol alimentaire. On va aussi avoir une atteinte du temps pharyngé, plutôt avec les chirurgies de l'oropharynx et de l'hypopharynx, où là, il va y avoir un défaut de protection des voies aériennes, un manque de péristaltisme pharyngé et un défaut de propulsion aussi de la base de langue. On a aussi l'articulation qui peut être touchée, surtout quand il y a une chirurgie de la cavité buccale, et où là, c'est l'intelligibilité du patient qui est déficitaire. Il peut aussi y avoir un déficit d'ouverture buccale, donc le trismus, surtout lors de traitements par radiothérapie. Et c'est important de faire la prévention de ce déficit auprès des patients parce que c'est un déficit qui peut arriver tardivement suite au traitement par radiothérapie. Il peut également y avoir une atteinte de la voix, donc une dysphonie ou aphonie. Donc par exemple, s'il y a une atteinte vélaire, ça peut entraîner un asonnement. Il peut aussi y avoir une atteinte du timbre. Et s'il y a une laryngectomie totale, dans ces cas-là, il y a une suppression de la voix naturelle. Maintenant, quels sont les objectifs de la prise en soins orthophonique ? On effectue, suite à la plainte du patient, un bilan adapté à sa plainte et on va ensuite pouvoir poser un diagnostic orthophonique. Et en fonction de ce diagnostic, on va élaborer des objectifs. Donc les deux objectifs principaux suite à un cancer des voies aérodigestives supérieures vont être de permettre au patient une alimentation péros qui est efficace
et sans risque, en rééduquant la déglutition et les fonctions oromyofaciales. Et l'autre objectif, c'est de développer une communication efficiente en rééduquant l'articulation ou la phonation ou en permettant aux patients d'acquérir une nouvelle voix. Il y a des conditions qui sont quand même importantes à respecter pour que la prise en soin soit efficace. Tout d'abord, il faut que cette prise en soin elle soit la plus précoce possible, qu'elle soit intensive et régulière. Il y a des exercices qui sont effectués quotidiennement par les patients. Il faut aussi que la prise en soin soit prolongée. Par exemple, s'il y a un traitement par radiothérapie, les exercices seront à effectuer tout au long de la vie du patient. Et par exemple, les postures dont parlait Isabelle, pareil, elles doivent être respectées durant tous les repas et mises en place à chaque fois par les patients. Il faut aussi vraiment avoir des objectifs qui sont adaptés à chaque patient en fonction de leur motivation, de leurs possibilités, des traitements qu'ils ont eus et des traitements à venir. Et pour finir, il faut aussi un travail donc, pluridisciplinaire pour vraiment avoir une prise en soin qui est globale du patient. Où se passe la prise en soin orthophonique ? L'objectif, c'est d'avoir vraiment un suivi continu des patients. La prise en soin, elle débute dès le début de l'hospitalisation et elle se poursuit durant toute l'hospitalisation. Ensuite, on va pouvoir réorienter les patients, soit en libéral proche de leur domicile, ou alors on peut continuer de les voir à l'hôpital en consultation externe. La prise en soin orthophonique, elle est surtout sur 2 versants, donc le versant adaptation et le versant rééducation-réhabilitation. Donc pour ce qui est du versant adaptation, l'objectif, c'est vraiment d'aider le patient à trouver des stratégies compensatoires à son handicap. Pour les troubles de la déglutition, ça va être donc d'agir sur l'environnement et le comportement du patient. Donc on va adapter son environnement, faire en sorte qu'il ait une posture adaptée, des ustensiles adaptés à ses difficultés. On va aussi modifier les caractéristiques du bolus, donc surtout la texture. S'il y a une difficulté plutôt au niveau de la propulsion, on va privilégier des textures liquides, alors que s'il y a une difficulté au niveau de la protection des voies respiratoires, on privilégiera des textures plus épaisses. On va donc mettre en place aussi des postures pendant les prises alimentaires. Il y a des postures, donc là vous avez les photos, qui sont différentes en fonction si c'est plutôt une atteinte du temps oral. Dans ces cas-là, on privilégiera une inclinaison vers le côté sein. Ou alors, si c'est plutôt une atteinte au niveau de la protection, on privilégiera plutôt d'exclure donc le côté altéré dont a parlé Isabelle tout à l'heure. On va aussi pouvoir apprendre aux patients à maîtriser différentes manœuvres. Il y a des manœuvres de protection laryngée. Donc, par exemple, une déglutition susglottique qui consiste à mettre le patient en apnée, le patient se met en apnée de façon volontaire avant et pendant déglutition. Et il y a aussi des manœuvres de vidange, par exemple une déglutition d'effort, où là, le patient, on va lui apprendre à vraiment contracter davantage tous les muscles dont il a besoin pendant la déglutition. Ensuite, les adaptations lorsqu'il y a un trouble de la phonation ou de l'articulation. L'objectif premier, c'est vraiment de maintenir la communication pour le patient, pour qu'il puisse communiquer avec ses proches et son entourage. On va donc l'encourager à utiliser davantage une voix chuchotée, à ajouter des gestes. On va également rendre disponible le langage écrit s'il est à l'aise avec. On peut également lui proposer une communication alternative, donc avec des pictogrammes, du langage écrit ou d'autres moyens. Et on peut aussi lui apprendre à utiliser un laryngophone s'il y a une laryngectomie totale, tout en favorisant toujours l'environnement pour qu'il soit le plus facile pour lui de communiquer, c'est-à-dire faire preuve de patience, se mettre à la hauteur du patient et être dans un environnement calme. Maintenant, on passe à la partie rééducation orthophonique. Donc, quand il y a un trouble de la déglutition, on peut agir de 2 façons différentes. D'abord avec un travail analytique, c'est-à-dire structure par structure, soit séparément ou en coordination. L'objectif, c'est de renforcer la mobilité et la tonicité de toutes les structures. On peut également travailler sur la sensibilité et la proprioception. Et il y a aussi une approche plus directe, donc un travail fonctionnel, où là, on va vraiment travailler toutes les phases de la déglutition et leur enchaînement, donc en simulant le temps oral, en travaillant le contrôle du bolus alimentaire. Et s'il y a un trouble de la phonation ou de l'articulation, donc s'il y a une dysphonie, l'objectif sera de récupérer les mécanismes qui sont altérés, de permettre une meilleure
coordination pneumophonique, d'obtenir une bonne vibration des cordes vocales et dans le cadre d'une laryngectomie totale, de permettre au patient d'apprendre une voix œsophagienne. S'il y a un trouble articulatoire, l'objectif va vraiment être de rendre le patient intelligible pour qu'il puisse communiquer avec son entourage. Donc là, on pourra travailler via des praxies bucco-faciales, comme pour les troubles de la déglutition. Et aussi un travail plus analytique, phonème par phonème, en essayant vraiment de rendre chaque phonème efficient et compréhensible pour les autres. Il y a tout de même des limites à cette prise en soin orthophonique. Tout d'abord, il peut y avoir un manque d'investissement du patient parce que c'est quand même une prise en soin qui est importante. On lui demande d'effectuer des exercices tous les jours. Il faut aussi tenir compte de l'état physique et psychologique du patient. En fonction de cet état-là, la prise en soin ne sera pas la même et les objectifs et le résultat ne sera pas le même. Il en va de même pour l'importance du handicap. En fonction des structures qui sont altérées, on n'obtiendra pas le même résultat. Soit on réussit à aboutir à une alimentation orale qui est suffisante pour le patient, ou alors on est plutôt sur une alimentation plaisir, et dans ces cas-là, il y aura aussi une nutrition entérale en parallèle. Et pour finir, il y a aussi une méconnaissance des risques par le patient dont il est important de tenir compte. Il y a des aliments qui sont plus à risque que d'autres. Il y a aussi une réduction de la sensibilité quand il y a eu une chirurgie et surtout de la radiothérapie. Donc il y a un risque de fausse route secondaire bien plus important. Donc pour finir, quelles que soient les séquelles des cancers ORL, cela entraîne un handicap majeur chez les patients. Quand il y a amputation, celle-ci est définitive. La voix, même si elle est récupérée, elle restera modifiée. L'alimentation est presque toujours adaptée. L'objectif de cette prise en soin orthophonique, c'est vraiment de permettre au patient de vivre avec son handicap, de le rendre acteur de sa prise en soin et que ce soit lui qui trouve les adaptations qui lui conviennent dans son quotidien. Donc l'intérêt de la prise en soin orthophonique, c'est vraiment d'être précoce, prolongée et pluridisciplinaire. Voilà. Merci. Bonsoir. Ce qui a été dit. Pour les c'est bon, la zam les mots, la voix. Pour les interventions, l'honneur, la var et madame Allomian. La magie, les herbes fonctionnelles, et également social. Et plus rapidement, plus rapidement. La prise en charge se met en place. Parce que le risque est l'installation dans un repli, notamment au niveau de la communication, qui altère grandement les relations avec l'entourage et globalement avec le reste du monde. Si les pris en charge, risque de laisser s'installer soit des problèmes au niveau de la communication, soit des problèmes au niveau de l'alimentation. Donc plus rapidement, il y a une prise en charge IESM, sachant que la fréquence est bien plus longue que le temps des soins et des grosses touches au visage, au cou. On va toucher la respiration, la phonation, l'alimentation, et on va toucher les sens, le goût, l'odorat. Selon le siège, ça peut être aussi l'ouïe, la vue. Je dois dire directement. Donc, cette prise en charge, elle est vraiment primordiale. Et ce que vous avez souligné toutes les deux, c'est le fait de rendre le patient acteur. Il y a un moment de flottement, notamment dans le passage de l'après-soin. Durant les traitements, la prise en charge, elle est très serrée. Notre temps ne nous appartient plus. Le corps est au premier plan. Et puis, d'un coup, les soins s'arrêtent. On est dans la fréquence, la surveillance, les contrôles. Et là, moi, j'appartiens à deux associations. L'association de laryngectomie cellulaire et de la voix et l'association Corazon Cancer Tête et Cou. Et on voit que
dans un après-cancer, il y a comme un creux. La personne, elle se dit bon, nous doit bien aller maintenant, et en fait non. Là commence réellement la réappropriation de sa vie, de son corps. Il y a comme une boîte noire à l'endroit où il y a eu chirurgie. Moi je n'avais jamais comme un nom dans mon schéma corporel, de la mâchoire jusqu'au clavicule. Et il faut du temps pour apprivoiser, du temps pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, plus on est pris en charge, mieux c'est. Bonsoir, moi je suis Candy Euzé, enseignante en activité physique adaptée à Becquerel. On a fait un topo avec Élise Carpentier qui est kinésithérapeute et qui est dans la salle, qui pourra répondre à des questions si vous avez besoin. Je démarre le topo. Donc on va parler d'activité physique adaptée. On est plutôt dans l'après-cancer, mais on est bien obligé de parler de l'avant et du pendant quand on parle d'activité physique, puisque on va capitaliser un petit peu capital santé. Donc on repart sur des notions de base, l'activité physique, la sédentarité et les impacts sanitaires. L'activité physique, qu'est-ce que c'est? Là, je suis en train de faire une activité très légère. C'est je me mets en mouvement, mes muscles vont se contracter et j'ai une dépense énergétique. C'est juste ça, c'est le mouvement. Donc il y a différentes façons de bouger. Effectivement, il y a des personnes qui vont être sportives, donc ils vont faire des activités sportives. Il y en a d'autres qui vont avoir des métiers très physiques. Leur activité physique, elle sera dans leur métier. Il y a d'autres qui vont aller à leur travail, à pied ou à vélo. Ça, c'est de l'activité physique aussi. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire « Ah non, moi, le sport, l'activité, non, je ne fais pas. » Et en fait, toute la journée, ils sont en train de faire du ménage, de jardiner. C'est de l'activité physique aussi. Donc, chacun va bouger différemment, avec des durées différentes, une intensité différente et une fréquence aussi différente. À l'inverse, c'est la sédentarité. C'est vous. Là, vous êtes assis. Donc la sédentarité, c'est le fait d'être assis en dehors du temps de sommeil ou allongé. Évidemment, plus le temps horaire de sédentarité sera important, plus l'impact sur la santé sera important. Et puis, on parle aussi d'être actif ou inactif. Savez-vous ce qu'est être actif? Non, personne ne se lance. Quand on bouge, mais... Ouais. En fait, être actif, c'est suivre les recommandations d'activité physique. Les connaissez-vous? Les recommandations. Alors, on parle de 150 minutes d'activité par semaine. En gros, on dit 30 minutes d'activité modérée, au moins 5 fois par semaine. Voilà. Et après, si c'est plus intense, ça peut être un peu moins. C'est au moins tout ça. Voilà, c'est ça, être actif. Donc, l'inactivité physique, c'est ne pas suivre ces recommandations. L'inactivité physique, elle est responsable de 5 millions de décès par an dans le monde. Elle tue autant que le tabac. Ça représente 140 milliards. Donc, on peut peut-être éviter quelques frais et faire un peu plus de prévention. Et puis, ça entraîne quelques maladies, diabète, des maladies cardiovasculaires, et pas que des pathologies physiques. On voit des maladies d'Alzheimer aussi avec l'inactivité. À l'inverse, l'activité physique va diminuer le risque de mortalité, toutes causes confondues, va diminuer le risque de maladie, améliorer la condition physique et la composition corporelle. Il y a une amélioration du sommeil et de la qualité de vie. Ça diminue le risque d'anxiété et de dépression. Ça diminue les risques d'apparition de troubles cognitifs et neurodégénératifs. Et puis surtout, ça augmente le nombre d'années en bonne santé, ce qu'on veut tous. Pour limiter un peu la sédentarité, quelques clés. Être assis moins de 4 heures par jour va aider à éviter quelques pathologies. 1 heure ou moins devant un écran. Et pour les
personnes qui sont sédentaires dans leur activité professionnelle, on peut aussi casser la sédentarité. Donc, au bout d'une heure, se lever, bouger un petit peu, ça peut être 1 minute, aller chercher ce que vous avez imprimé à l'imprimante pour pouvoir casser un peu cette sédentarité et limiter le risque d'apparition de maladies. Les impacts sanitaires de la sédentarité vont être quasiment les mêmes que l'inactivité. Donc, quelqu'un qui est inactif et sédentaire peut cumuler un petit peu tous ces risques à force. Et puis, il y aura une diminution aussi de la force, des capacités aérobies et de la qualité osseuse. Qu'en est-il dans le cancer ? Donc, désolé pour la qualité de l'image, c'est un peu flou. On a un patient qui est diagnostiqué d'un cancer. Il va y avoir une diminution de la tolérance à l'exercice. Et potentiellement, il peut y avoir un déconditionnement. Donc, on prend le patient, il peut déjà avoir des comorbidités déjà existantes. Je ne sais pas, si on prend un patient qui a de l'artérite et qui a déjà un périmètre de marche limité, voilà, il est déjà un peu limité. Et puis, souvent, au diagnostic de cancer, il y a une fatigue qui va être cognitive, qui va être musculaire, et un repos qui va se majorer comme ça, insidieusement. Et c'est la spirale infernale. Moins on en fait, plus on est fatigué, moins on en fait. Et du coup, les patients vont fondre au niveau musculaire et puis diminuer leur capacité physique. Et puis, il peut y avoir après une peur du mouvement, c'est la kinésiophobie. Et ça peut aller jusqu'à un syndrome dépressif. Donc, il y aura forcément une altération de la qualité de vie des patients et une probable perte d'autonomie aussi. Et donc, une augmentation du risque de récidive et une réduction des chances de survie également dans cette spirale infernale. Pour lutter contre ça, on a plutôt le cercle vertueux de l'activité physique. Alors, dans le cadre de l'ORL, les études qu'on peut retrouver sur des programmes d'exercice physique qui ont été faits à domicile, alors on va pouvoir agir sur la masse musculaire et limiter la sarcopénie, mais il faut que l'exercice soit durable dans le temps. Il faut pouvoir tenir cette activité tout au long du temps. Et puis, peut y avoir une action aussi sur les fonctions physiques par de la rééducation, notamment de l'épaule. Et il y a une action aussi sur la douleur globale et la douleur de l'épaule, également avec les rééducations. Et en termes de qualité de vie, là, dans le cercle vertueux, on a une augmentation de la qualité de vie. Et vous l'avez très bien exprimé avant, avec les différentes séquelles des cancers ORL. Là, dans les études, on ne retrouve pas forcément une qualité de vie augmentée. Mais par rapport à l'activité physique, puisqu'il y a d'autres choses qui sont en jeu aussi. Alors, comment encourager l'activité physique et comment la pérenniser ? Ça se fait via des entretiens motivationnels où on va prendre le temps avec le patient de le connaître, de le comprendre, de voir pour lui ce qu'est l'activité physique. Et s'il peut adopter un comportement un petit peu plus actif par la suite. Il faudra voir aussi tout son entourage. Est-ce qu'il a des aidants ? Où est-ce qu'il habite ? Est-ce qu'il y a des structures autour de lui, etc. Et puis, au niveau de l'organisation du parcours de soins. Vous nous le disiez tout à l'heure, il y a un moment donné où vous n'avez plus de temps à vous, vous êtes à Becquerel, vous suivez les soins, etc. Et vous êtes dans ce parcours-là. Est-ce qu'on trouve du temps d'activité ? On ne trouvera peut-être pas le même temps d'activité à ce moment-là qu'après, et on ne proposera pas forcément les mêmes choses non plus. Un exemple au CHB, donc on peut prendre un patient donc avec ses fonctions cardio-respiratoires, ses capacités physiques et sa qualité de vie. Il a le diagnostic de cancer et là vous voyez que hop, tout ça, ça plonge, donc il se déconditionne et on est vraiment loin de son état de santé qu'il avait au départ. Avec la réhabilitation, alors la réhabilitation, il faut prendre 3 choses en compte. Vous avez l'activité physique, mais il faut prendre en compte l'aspect psychologique. Si quelqu'un est déprimé, il ne pourra pas se mettre en mouvement. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis il y a l'aspect nutritionnel. Quelqu'un qui est dénutri ou qui n'a pas assez d'apport ne pourra pas fabriquer de muscles. Ça ne sera pas possible. Donc il y a vraiment ces 3 choses à prendre en compte dans la réhabilitation pour justement aider les patients à essayer de retrouver un état de santé proche de celui qu'ils avaient au départ.
Et puis, on parle de plus en plus de préhabilitation. Alors c'est vrai qu'en ORL, on n'a pas d'études de préhabilitation sur l'activité physique. On parle beaucoup de nutrition, et ça, c'est fait. On sait que si les patients sont bien nutris avant, renutris, on va minimiser le temps d'hospitalisation, probablement après, et puis avoir une meilleure cicatrisation, etc. Et donc, dans la préhabilitation, on peut imaginer d'augmenter les capacités physiques du patient. Pendant le traitement, globalement, ça va redescendre. Après, s'il continue à pratiquer, la pente va peut-être être un peu moins raide. Et puis reprendre après la réhabilitation pour être à des capacités physiques proches du départ. Hop. Alors, je bois un petit coup parce que sinon, vous n'allez plus m'entendre. Du coup, qu'est-ce qui se passe à Becquerel? Ah, est-ce que la vidéo va se lancer si j'appuie sur le vert? Ouais, ok. Non, c'est pas grave. Pas grave. Donc à Becquerel, qu'est-ce qu'on fait? Donc pour la réhabilitation, donc pendant l'hospitalisation, vous avez toute l'équipe de kiné qui intervient. Et puis dans les chambres, vous avez sur les TMM, donc c'est les écrans qui sont dans les chambres de patients. Vous avez un volet activité physique, même si les patients n'ont pas payé la télé, etc., ils ont accès, et il y a quelques vidéos d'activité physique. Donc vous pouvez leur proposer, vous soignants, de les consulter. Il y a des vidéos d'exercices allongés, d'exercices assis et d'exercices debout. Donc on peut adapter en fonction de son état de santé. Et puis il y a possibilité d'avoir du matériel, des élastiques, des pédaliers. Dans certaines chambres, il y a des vélos. On peut déplacer des vélos aussi, des tapis, etc. pour faire de l'activité en chambre. Et puis il y a une petite salle au 6e étage, là depuis 2 ans, qui a été aménagée, où on peut emmener les patients. Là, vous voyez un patient avec une sonde nasogastrique, donc on adapte les apports et puis l'activité. Là, il testait un cycle avec un écran pour se projeter dans une ville. Donc ça permet aussi aux patients de s'évader un petit peu et d'aller chercher autre chose que la chambre. Et puis la rééducation, elle se fait aussi dans les couloirs, elle se fait aussi dans les escaliers, puisqu'un patient qui habite qui a sa chambre à l'étage, par exemple, il faut être sûr qu'il soit capable de pouvoir les remonter quand il va revenir à la maison. Et quand il revient à la maison, du coup, qu'est-ce qu'on peut lui proposer en activité physique? Il y a différentes choses. Il y a des applications, il peut y avoir des vidéos, des programmes d'exercice supervisés. On a un hôpital de jour qui s'appelle APANUT pour les patients qui ont des variations de poids importantes, où vous avez une consultation diète, une consultation APA avec ma collègue Lara et une consultation avec le médecin du sport Grégoire Poupon. Et puis, il y a des programmes aussi à domicile, IMAPAC DOM, qui fait partie du réseau IMAPAC. Et je reviens au avant. Je vous avais dit, très peu, pas d'études. Et Élise, du coup, a déposé un projet au GIRSI, un projet de recherche pour justement proposer un programme d'activité physique adapté à des patients qui auront une grosse chirurgie ORL et de pouvoir leur proposer ce programme, de pouvoir les appeler toutes les semaines jusqu'au moment de l'intervention, avec prêt de matériel et programme d'exercice. Voilà, donc à venir prochainement. On oriente vers la ville. Donc, si les patients ont des limitations fonctionnelles sévères ou modérées, ça sera une orientation vers les kinés. Si ils n'en ont pas, ça peut être de l'APA. On a un réseau IMAPAC. IMAPAC finance 15 séances d'activité physique adaptée. Donc, vous avez un maillage sur la Seine-Maritime, sur l'Eure. Vous avez un site aussi, donc vous pouvez aller consulter et voir ce qu'il y a autour de chez vous. Ils proposent aussi des consultations psy, nutrition et des bilans APA, psy, diète. Tous les bilans, là, tout ce qu'on a mis en termes d'adresse, c'est où on peut faire les bilans.
Et puis, on accompagne, on soutient, on guide, on motive à Becquerel. Vous allez pouvoir trouver les cartes. Donc là, on a remis tout le réseau IMAPAC et le réseau aussi Sport Santé Normandie, avec toutes les différentes structures. Donc elles sont à l'entrée et puis on en met aussi dans d'autres. Là, c'est en cours d'installation. Et puis, vous avez un numéro. Donc les patients peuvent nous joindre s'ils ont des questions. On les rappelle et puis on les renseigne sur l'activité physique adaptée. Et puis dans les salles d'attente d'hôpital de jour et de radiothérapie, vous avez des vélos, vous avez des pédaliers pour inciter les patients à faire de l'activité physique. Avec ces affiches-là, avec les recommandations. Et ils retrouvent aussi les deux sites sportsanténormandie.fr et imapac.fr. Voilà, si on doit résumer, vous soignants, parlez d'activité physique. Vous pouvez demander aux patients où ils en sont au niveau de l'activité physique. Vous, patients, posez les questions aux soignants pour faire de l'activité physique. Ensuite, on informe, on oriente. L'activité physique adaptée, c'est sur prescription médicale, donc à Becquerel via les soins de support et le médecin du sport. Mais tous les médecins peuvent prescrire. Il existe un raccourci pour les médecins de Becquerel, APA F3, si vous avez des prescriptions à faire. Et puis en ville, voilà, on retrouve les kinés, les maisons sport santé qui peuvent orienter aussi. Ça nous tient à cœur d'accompagner, de soutenir, de guider et de motiver. Et pour ça, tous les ans, on fait une formation APA pour le personnel. Merci. Alors bonjour tout le monde, enfin bonsoir tout le monde. Donc, je suis Johan Lefebvre, je suis un des psychologues du centre, je suis accompagné de Charlotte Bill, qui est assistante sociale, et donc de Virginie qui va aussi nous donner son point de vue quant aux conséquences des interventions mutilantes suite à un cancer de la sphère ORL. Alors, hop, en arrière, tac. Donc pour commencer, je vais vous raconter une histoire, un petit peu une histoire presque personnelle. Au final, quand je suis arrivé au centre à Becquerel, je suis arrivé en 2010, pour vous situer un petit peu, j'ai repris l'activité ORL. Et puis l'un de mes premiers patients ORL était un patient qui avait été opéré par le docteur Schultes, pour ceux qui l'ont connu à l'époque. Ouais, je vois Florian et puis Sébastien qui font oui. Et donc ce patient arrive dans la salle d'attente et en effet assez marqué physiquement, puisque du coup il n'avait plus de mandibule, il lui manquait la pommette droite il me semble, et il lui manquait un œil. Donc il arrive dans cette consultation. Il s'installe, il commence à m'écrire, puisque du coup, il n'avait pas la communication. Enfin, en tout cas, il ne pouvait pas communiquer et pas verbaliser. Donc, il commence à écrire. Il me raconte au final un peu sa vie, qu'il avait fait des bêtises un petit peu dans sa vie, qu'il habitait du côté de Gisors dans les années 70, qu'il avait pu au final fréquenter Jacques Mérine, qu'il avait été son chauffeur sur 2 braquages. Donc, du coup, il me dit, tiens, c'est intéressant l'ORL quand même. Je pense que du coup, ça va me plaire. Et que depuis, en fait, il a eu cette fameuse opération. Il était à peu près à 2 ans post-opératoire. Et à un moment donné, je lui dis, mais du coup, qu'est-ce qui vous amène au final vers le psychologue? Il dit, vous savez, c'est la seule personne que je vois. En fait, je m'autorise à voir que vous, que les personnels de Becquerel, parce que vu le physique que j'ai, au final, je ne vois pas d'autres personnes. Et j'ai du mal à voir d'autres personnes. Et ça m'a fait penser un petit peu à ce fameux film, La Chambre des officiers, que vous avez pu voir au final. Le pitch, gueule cassée, donc Première Guerre mondiale, gueule cassée, et donc au final, les officiers, on les mettait dans un hospice où il y avait des rideaux fermés, puisqu'il ne fallait pas que la population voie que la guerre pouvait entraîner ces mutilations sur les officiers. Et donc du coup, ils étaient cachés. Donc tout ça pour dire que les patients atteints de pathologie ORL, comme a pu le dire Lise-Marie et les autres intervenants, eh bien, il y a cette fameuse intervention chirurgicale qui entraîne une mutilation, des besoins spécifiques et forcément des répercussions sur le plan physique, on l'a vu, psychologique et social. Et nous, en tant que psychologue à Becquerel, on intervient avant la mise en place au final de tout traitement, ce qui est plutôt rare d'ailleurs de recevoir des patients avant chirurgie. Mais on les voit aussi post-chirurgie, même si la communication est complexe. Ce sont des consultations qui sont bien plus longues puisque souvent les patients vont écrire. Et puis dans l'après-cancer, au final, on n'a pas de délai. Globalement, si les patients veulent revenir 2 ans après, on peut les revoir 2 ans après puisque, comme on l'a vu, les conséquences peuvent être tardives et la réinsertion sociale et psychologique peut être aussi complexe.
Et puis, après, je vais laisser place à Charlotte qui va bien entendu connaître plus que moi et vous dire plus d'informations. Il y a environ la moitié quand même des survivants de ces cancers ORL qui restent handicapés à la fin des traitements et qui sont incapables de retourner au travail. Là, on a eu encore l'exemple aujourd'hui d'un patient qui était directeur adjoint d'une entreprise, qui a perdu la communication. En tout cas, il arrive à communiquer, mais très peu de temps. Au final, là, il a été licencié, là, il y a 2-3 mois, après une bataille juridique avec son employeur. Aucune nouvelle de son employeur, et donc, du coup, licencié là. Donc, vous voyez, au final, une personne qui a 42 ans, je pense, 42, 43 ans, 45 ans. L'image corporelle est souvent dramatiquement atteinte. Et puis on parle aussi, on a parlé de l'activité physique, mais il y a toutes les douleurs post-opératoires qui vont aussi entraîner des difficultés, soit sur la reprise de l'activité professionnelle justement, soit sur des douleurs chroniques. C'est pour ça aussi qu'on voit des fois les patients, ce patient aujourd'hui est venu pour ces douleurs post-opératoires, pardon. Et bien entendu, la communication est largement perturbée. Et là, je vais laisser place un petit peu à Charlotte sur justement ce qu'elle peut faire en tant qu'assistante sociale pour ces patients qui sont en difficulté de la reprise justement sociale. Bonsoir, du coup je suis Charlotte Bill, comme il m'a présenté, assistante sociale à Becquerel. Alors effectivement, comme vous l'avez compris, les cancers ORL, ça a des très lourds impacts sur la vie sociale des patients et de leur famille d'ailleurs. D'où l'importance de pouvoir rencontrer le service social. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein du centre, il y a un parcours qui a été créé. Donc, c'est-à-dire que tous les patients qui vont avoir une grosse chirurgie sont normalement systématiquement rencontrés par le service social, donc avant leur chirurgie. Pour le coup, c'est justement pour permettre à ces patients... alors, moi, je leur pose pas mal de questions et pour où ça soit au moment de leur vie où ils peuvent encore parler le mieux possible. Parce qu'une fois qu'ils sont traqués, là, ça devient beaucoup plus difficile. Et du coup, quand nous, on intervient, on les met clairement en difficulté en leur posant un tas de questions parce que on pose quand même pas mal de questions sur... c'est vraiment une évaluation globale, donc on les met quand même souvent en difficulté. Donc, c'était le but de ce parcours-là, c'est qu'on puisse les rencontrer en amont pour déjà qu'ils sachent que nous, on existe, qu'ils puissent voir qui on est et qu'ils puissent nous réinterpeller pendant tout leur parcours de soins et que nous, on ait déjà toutes les premières informations. Voilà. L'objectif de ce premier rendez-vous, c'est de faire une évaluation sociale globale. Donc nous, on va poser un tas de questions pour comprendre leur situation administrative, aussi bien sur leur ouverture de droit, etc., leur contexte de vie, leur situation familiale, professionnelle. Donc, le but de cet entretien-là, c'est déjà de donner un maximum de conseils aux patients sur ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire, toutes les démarches qu'ils vont pouvoir entreprendre dès maintenant avant de se retrouver sans l'usage de la parole. Donc, en fait, ce qui dit cancer ORL dit arrêt de travail, forcément. Et donc ça peut avoir de lourdes conséquences sur la vie du patient et de sa famille aussi, notamment pour tout ce qui est ses ressources, ses revenus. Donc nous, on leur explique comment ça fonctionne, parce que souvent, ils se posent... C'est pas forcément la question qui se pose tout de suite. Nous, on leur dit, est-ce que vous savez comment vous allez être rémunéré pendant votre arrêt de travail ? Souvent, ils me répondent non, parce qu'ils ne se sont pas trop posé la question, soit ils n'ont jamais eu trop d'arrêts avant, donc ils ne savent pas trop. Donc nous, on leur parle des indemnités journalières. Il faut qu'on connaisse un peu leur situation professionnelle, est-ce qu'ils sont en CDI ou pas, fonctionnaires ou pas, et depuis combien de temps. Parce que pour chaque cas est différent, donc chaque cas est tellement différent qu'il faut vraiment qu'on connaisse tous les détails pour pouvoir les aiguiller le mieux possible sur ce qu'ils doivent faire. Donc voilà, donc on parle des indemnités journalières qui représentent 50% de leurs revenus. À ça, on espère que va s'ajouter une prévoyance avec leur travail pour pouvoir compléter ces indemnités journalières, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce qui fait que du jour au lendemain, ils peuvent se retrouver uniquement avec 50% de leur salaire. Donc, vous imaginez bien que ça a des impacts sur leur vie. Après, on se voit à plusieurs reprises, tout ça. Il n'y a pas toujours tout qui est abordé au premier entretien, mais voilà. Nous, on va intervenir sur tout ce qui est potentiellement des dossiers MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, pour tout ce qui est par exemple des RQTH, des reconnaissances en tant que travailleurs handicapés, qui vont pouvoir leur permettre soit d'adapter potentiellement un poste, des horaires, même si le cancer ORL, ces patients-là, ils ont beaucoup de difficultés à reprendre leur travail. Parfois, ça arrive quand même. Donc nous, on est quand même obligés, bien sûr, de leur expliquer tout ce qui existe, tout ce qu'on peut faire avec eux.
On va parler de tout ce qui est l'invalidité, parce qu'en fait, quand on est à 100%, ça permet aux gens d'avoir 3 ans d'indemnité journalière à la sécurité sociale. Et quand on arrive au bout de ces 3 ans-là, qu'est-ce qui se passe? On est convoqué par le médecin conseil de la CPM qui statue potentiellement sur une invalidité. Si pareil, il y a une prévoyance, ils peuvent avoir de l'invalidité plus par la suite un complément de prévoyance s'il n'y a pas du tout de retour à l'emploi. Il y a plusieurs invalidités, la 1, la 2. Ce qui change, c'est juste le montant qu'ils vont percevoir d'invalidité. Donc voilà, on leur explique vers qui aller, le médecin traitant, etc. On peut aussi orienter vers la consultation de l'aide à la reprise à l'emploi du CHU. En fait, c'est un rendez-vous en binôme avec une assistante sociale et un médecin du travail. L'objectif, c'est de donner le plus de conseils possible. C'est déjà ce que nous on fait, mais c'est encore plus poussé, on va dire. Et le fait de voir un médecin en même temps, ça peut aussi aider les patients. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je réfléchis, mais je ne sais pas trop. En gros, nous, on intervient vraiment dès le début. C'est vraiment primordial pour le patient d'intervenir dès le début. Essayer de le rassurer au maximum parce que les patients, souvent, ils sont en panique parce qu'ils se retrouvent avec un cancer qui n'était pas prévu. Ils se retrouvent à être en arrêt de travail, ce n'était pas prévu. Toute leur vie est chamboulée et du coup, c'est vraiment là où on peut le plus possible les aider. C'est vraiment dès le début, essayer de les rassurer, de faire avec eux, leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette situation-là, qu'ils peuvent faire appel à nous à tout moment de leur prise en charge, pendant, après les traitements. Enfin, on est toujours disponible pour eux et voilà. Je ne sais pas si j'ai loupé des choses, mais voilà. À qui je dois passer Je pense que, Virginie, tu peux nous donner un peu ton expérience au final sur la prise en charge psychologique. Excusez-moi. Est-ce que, Virginie, tu peux nous donner ton expérience sur la prise en charge psychologique, si tu en as bénéficié, et la prise en charge sociale? Alors, ma psychologie, j'ai même si, donc j'avais quelques outils malgré tout, et j'avais mes propres réseaux de soutien, donc non, je n'en ai pas bénéficié. En revanche, au sein de l'association, on constate que très rarement sont proposées les consultations. Là, je parle pas de Becquerel, je parle au niveau global. C'est fort dommage parce que c'est pas forcément dans l'immédiat. Quand on est en phase de traitement, bon, il y a les traitements, l'après-cancer, il y a le temps de se rendre compte. Le handicap sont pas forcément les plus visibles. Et ça, il faut quand même pas mal de temps pour s'en apercevoir. En revanche, moi j'ai recouru à l'assistance sociale parce que j'étais évidemment libéral. Et en libéral, on n'a pas la même protection que quand on est salarié. Donc je me suis retrouvé avec 50% de mes revenus. J'ai des enfants à l'époque, un encore en primaire, l'autre qui est entré au lycée. Ça impacte évidemment les projets de famille, ça impacte la perception qu'on avait, la projection qu'on pouvait avoir, notamment par rapport aux enfants, etc. Moi, je n'ai pas pu retourner au travail. Il y avait les séquelles cognitives, donc petit à petit, j'arrive à me sentir. La fatigue, c'est pareil, avec l'activité physique adaptée. C'est vraiment un travail de fond, c'est en année. Mais il y a quand même une marge intermédiaire qui peut être intéressante. J'ai eu la chance d'être patient de partenaire au Becquerel Lab. Ça m'a permis justement de me laisser, d'apprivoiser la communication. Ce qui là aussi est quand même long. D'apprivoiser simplement combien de temps j'étais capable de tenir. Donc, déjà l'engagement bénévole, c'est quand même une marge intermédiaire qui permet aussi, en toute sécurité, de savoir où on en est, de repousser aussi ses limites. C'est pour ça que c'est intéressant quand ça peut être articulé, soit avec du père accompagnement, soit que la personne aille vers les associations. Donc nous on est deux,
L'association des laryngectomies et mutilés de la voix, Ignorazo, mais avec la ligne contre le cancer, qui est plus généralisme, mais tout aussi présente, etc. Les associations, il y en a plein, et chacun peut vraiment trouver son bonheur. Ça participe de la reconstruction, et là aussi, dans l'accompagnement qu'on peut faire au sein de l'association, très souvent, l'orientation vers le psychologue, c'est pas durant les traitements, pas après, c'est plutôt, je sais pas comment vous le voyez, mais on l'oriente plutôt plusieurs mois après. C'est là où vraiment le besoin commence à se faire sentir. Oui, tout à fait. Au final, sur l'orientation psychologique, alors c'est pas systématique. Nous ne rencontrons pas tous les patients au final atteints de pathologie ORL. Là, il y a une autre dynamique qui s'est mise en place aussi pour certains patients ORL. J'ai cette casquette de pouvoir faire des évaluations cognitives, justement, dont tu parlais. Donc, pour les patients les plus fragiles, on peut faire une évaluation cognitive des patients avant la mise en place d'une grosse chirurgie pour justement voir l'impact que ça pourrait avoir sur leur fonctionnement cognitif et leur autonomie après. Mais généralement, au final, on voit très peu les patients avant au final, au moment de l'annonce. Je crois que là, dernièrement, j'en ai vu un, mais c'est assez rare. Et généralement, oui, en effet, on voit les patients plusieurs mois après l'arrêt des traitements, bon, parce qu'il y a la réautonomisation, il y a aussi des fois la récupération de la voix, et puis ce sont des consultations qui sont bien entendu plus longues que d'autres consultations, puisque si vous écrivez avec le patient, il y a cette interaction qui va être différente. Les patients vont mettre du temps à écrire, s'ils arrivent à bien écrire aussi, parce qu'il y en a qui ont des difficultés au final à écrire, et puis dans l'élaboration, au final, c'est un peu plus compliqué forcément sur l'écriture. Et malheureusement, les psychologues en libéral, ils ne sont pas tous ouverts aussi à recevoir ce type de patientèle, puisque, en effet, sur une consultation qui dure en moyenne une demi-heure à 45 minutes, là, en effet, il faut prolonger, au final, peut-être doubler le temps de la consultation, 1 heure 30 des fois, pour pouvoir bien communiquer, au final, par cet intermédiaire de l'ardoise. Donc c'est vrai que généralement, au final, on voit plus les patients quand tout est passé quelque part, mais il y a tout le travail aussi derrière à faire de réinsertion, de l'impact psychologique qu'a pu avoir l'annonce à ce moment-là, et puis des pertes, les différents deuils qu'on peut avoir, le deuil d'un physique, le deuil des moments de partage, le deuil de l'alimentation des fois, le deuil du travail. Le patient dont on parlait tout à l'heure que j'ai vu aujourd'hui me dit j'ai l'impression d'avoir plusieurs annonces, là j'ai l'impression de vivre encore un deuil, je savais que j'allais être licencié, que j'allais pas retravailler, mais le fait de recevoir le courrier, ça y est, c'est officiel. Il revivait au final ce fameux deuil, au final en se disant non, ça y est, je suis une personne inactive totalement. Donc il y a aussi tous ces aspects-là. Donc nous, on essaye d'orienter quand même vers l'extérieur quand c'est possible, mais je vous dis, au final, c'est compliqué pour les psychologues en libéral de recevoir. Il y a ce coût financier aussi d'une consultation psychologique. Il y a mon soutien psy maintenant qui permet quand même d'aider, mais c'est pas encore totalement optimal. Et donc en effet, nous, on reçoit bien entendu les patients même plusieurs années après, même s'il n'y a pas de suivi. Oui, des rendez-vous de surveillance, peut-être au centre, mais on essaie de les recevoir, tout avec la problématique du secteur géographique. Si vous venez par exemple d'Évreux, il faut venir par vos propres moyens pour voir le psychologue, parce qu'il n'y a pas de bon de transport pour le suivi psychologique. Mais après, si on a besoin d'une aide, vraiment, il y a quand même des patients qui font cette démarche de prise en soin. L'impact social également. Il peut se manifester dans le temps. Là aussi, au sein de l'association, on voit les difficultés, les gens qui ont réussi à avoir une ouverture durant la maladie. Et souvent, c'est ça, c'est le retour au travail qui va commencer à amener les difficultés. Et après, dans les projets, par exemple aujourd'hui, la difficulté que je rencontre, c'est pour réembrasser. Je suis à 4 ans du premier cancer, 2 ans et demi du deuxième. Bon, je peux pas leur dire que c'est rien passé, je le vois. Mais en fait, ils ont expliqué à mon mari que j'allais devoir par exemple passer en commission. Que moi, on n'allait pas m'assurer, mais qu'on allait être pénalisé au niveau des taux. Donc en fait, on ne me prend pas en compte pour les revenus. Mais par contre, on me prend en compte pour la partie handicap. Donc c'est très complexe. Du coup, par exemple, on le sait, c'est le dernier projet immobilier qu'on pourra monter. Et c'est un projet qu'on mène
Parce que j'ai des atteintes, j'ai une chimio-radiothérapie, j'ai des atteintes neuropathiques, j'ai une diminution des mouvements réflexes, etc. Donc je compense énormément par l'activité physique. Il faut anticiper le vieillissement. Donc on le sait, c'est notre dernier achat. J'ai 51 ans, mon mari en a 44. Moi je le vis bien. Pour mon conjoint, il lui a fallu énormément de temps pour réussir à faire le deuil de ces différents aspects de vie, par exemple. Ça on fait entrer mon conjoint dans un autre cycle de vie. Et là on parlait des patients, mais il y a aussi les proches qui sont impactés. Oui, les proches aussi, on les prend soin, bien entendu, on peut les recevoir. Et puis, il y a pas mal aussi d'associations qui se mettent en place avec des groupes d'aidants, hein, qui sont aussi qui existent à Becquerel. Donc, pour que justement les proches, au final, puissent avoir leur espace de communication. Alors, généralement, en effet, c'est autour du cancer du sein où ça se fait pas mal, mais en effet, dans ces groupes d'aidants, il peut y avoir aussi des proches, au final, de patients autres pathologies. Et on prend aussi en soin les enfants des patients. Justement, souvent on fait des consultations en binôme avec un médecin, généralement c'est un médecin de la douleur, pour justement discuter la pathologie des parents, de comprendre pourquoi il y a la fatigabilité, pourquoi il y a tel effet indésirable, ainsi de suite. Et nous, en tant que psychologue, d'essayer de voir si l'enfant aurait besoin peut-être d'une aide autre. On ne fait pas de suivi psychologique des enfants, mais en tout cas on peut orienter les parents en disant bah là on sent qu'il y a une difficulté, donc ce serait peut-être bien d'aller consulter un confrère ou une consoeur en libéral ou dans une institution. Donc en effet, oui, la prise en charge des proches est hyper importante parce que c'est un marathon pour vous, mais vous le courez accompagné. Oui, et pour les proches, le contre-coup arrive. Plus tard, c'est quand nous commence à retrouver un équilibre que très souvent les proches à ce moment-là vraiment plongent et où les aspects dépressifs peuvent apparaître. Donc on est vraiment sur des temporalités très différentes. Pareil les enfants. Moi, au cœur de la maladie, mes enfants ont vraiment eu besoin, donc ils avaient des suivis psychologiques. Aujourd'hui, ils vont bien, et je sais qu'il y aura des moments de vie où ça remontera. Donc c'est vraiment, ça touche tous les proches, et à des temps différents de vie. J'avais prévu des diapos, mais au final, on va faire ça, parce que je pense que tout a été dit. Je parlais de l'association Corasso, vous voyez. Et puis, je pense qu'on peut laisser place à la prochaine présentation pour conclure. Oui, et puis c'est vrai qu'une indication, juste si on devait terminer cette présentation, alors c'est vrai qu'il ne faut pas négliger la prise en charge psychologique, puisque les études montrent quand même qu'il y a un taux de suicide qui est quand même 2 fois plus élevé chez les patients atteints de maladies de type cancer ORL que dans la population malade autre. Donc c'est un aspect au final qu'il faut quand même bien avoir en tête, justement dans le sens où il faut vraiment prendre en soin ces patients, même s'il y a des difficultés dans la communication, même si des fois ce sont des profils de patients particuliers, parce qu'ils ont une histoire de vie complexe. Il y a toujours eu cet adage de se dire au final le patient ORL, c'est qu'il a dû avoir un parcours de vie spécifique pour en arriver là. Aujourd'hui il y a le HPV, papillomavirus au final, qui est en train de aussi des cancers ORL sur un autre type de population au final. Donc il y a quand même tout ça à prendre en compte, et donc d'où le fait d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire, globale, les soins de support, ainsi de suite, les chirurgiens. Voilà, on est tous là pour aider ces patients. Voilà, moment de partage. Merci pour votre attention en tout cas. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Élodie de Souza-Lopez. Donc, je suis infirmière de coordination sur le parcours ORL. Et on a aussi une autre spécialité en gynéco. Et donc, je travaille avec Christelle Liébaud, ma collègue présente. Et récemment, on a aussi Cassandra Lefebvre qui a rejoint notre équipe.
Donc, nous travaillons sur les deux spécialités donc, à temps plein. On a environ 300 nouveaux patients par an. Donc, pour accompagner nos patients, on organise donc des consultations d'annonce après chaque consultation médicale et aussi après chaque nouvelle décision thérapeutique. Et puis, on planifie des entretiens de suivi pendant les traitements, mais aussi après les traitements jusqu'à 6 mois. Donc, nous sommes facilement joignables. Donc, on a une ligne dédiée avec possibilité de laisser un message sur répondeur. On a également une adresse mail et on a aussi un téléphone portable et ça nous permet de communiquer par SMS avec les patients qui ont des troubles de l'élocution. Donc en pratique, nos consultations, ça nous permet de reprendre les informations qui ont été transmises en amont par le médecin. Ça nous permet d'expliquer aux patients donc, le déroulement de sa prise en charge, de les préparer à l'hospitalisation, puisqu'on a des patients qui vont avoir une intervention chirurgicale avec une durée d'hospitalisation moyenne d'environ 1 mois. Donc, c'est lors de ces consultations, on peut leur présenter, s'ils le souhaitent, le matériel qui va être utilisé pendant cette période, un matériel qui sera soit provisoire, mais aussi qui peut être définitif. On peut aussi donc organiser la pérédance. Donc, on parlait justement des patients accompagnateurs. Donc, la pérédance, ce sont des patients qui sont à distance de leur traitement et qui vont venir rencontrer donc, le patient qui est en début de prise en charge pour partager leur expérience. Parce que nous, on a la connaissance médicale, mais en aucun cas, on a le vécu. Donc, c'est plus rassurant et sécurisant, je pense, de rencontrer un patient qui a lui-même vécu cette intervention ou cette expérience. Cette consultation elle nous permet aussi d'évaluer précocement donc, les besoins des patients, mais aussi de leurs proches, et de pouvoir les orienter justement vers les soins de support du centre. Donc, on parle aussi du lien ville-hôpital. Donc, ça nous permet, on a aussi ce rôle donc assez précocement dans la prise en charge. On remet dès la première consultation un courrier pour le médecin traitant et un courrier pour l'infirmière libérale. Ça permet de fluidifier et de simplifier un peu ce parcours. On les suit aussi très régulièrement durant le parcours, donc avec des appels téléphoniques ou des suivis par SMS pour leur demander comment se passe la chimiothérapie, la radiothérapie. On leur donne également des conseils pour faire face aux différents effets secondaires. Et puis, pour les patients qui vont avoir une hospitalisation longue, on les appelle 2 jours après leur sortie pour s'assurer que le retour au domicile se passe bien, puisqu'ils ont été suivis pendant 1 mois à l'hôpital. Donc, ça peut être très compliqué aussi, ce fameux retour à domicile. On les oriente donc vers les soins de support sur le centre donc pendant les traitements, mais aussi après les traitements, donc soit en interne, mais aussi vers les professionnels de ville. Et on a aussi des structures telles que Planète Patient, qui est en fait une plateforme qui propose aux patients des ateliers d'éducation thérapeutique en fonction de la problématique qu'ils rencontrent. Voilà un petit peu notre rôle en tant qu'IDEC. Bonsoir. Juste pour conclure, effectivement, tout a déjà été dit sur l'importance de la pluridisciplinarité. Nous, notre rôle, effectivement, est d'apporter au patient un accompagnement tout au long de sa prise en charge, du début jusqu'en post-traitement, comme on le disait. Et on a vu toutes les complications qu'il pouvait y avoir juste en post-traitement et bien au-delà, avec les complications tardives, l'isolement qui peut être aussi à la maison. Vous aviez parlé tout à l'heure d'un moment de flottement aussi, des fois. La prise en charge à l'hôpital est importante, il y a un soutien. Et le patient se retrouve après à la maison, en famille, et quelquefois, c'est un peu compliqué à ce moment-là. Donc là, nous, on a suivi ce patient tout au long de sa prise en charge ici, et il peut revenir vers nous. C'est effectivement ce lien que l'on met à porter, justement, pour qu'il puisse cette relation et que nous, on puisse le réorienter et justement proposer peut-être cette aide dont on peut avoir besoin justement à distance. Donc le lien ville-hôpital, on a bien compris, c'est important. Il y a encore des choses à développer, surtout pour l'après-cancer, comme on en a parlé aujourd'hui. Allez-y. Les infirmières de coordination sont vraiment indispensables. Quand on voit la succession des interventions, on peut se dire, bon voilà, le patient il a eu plein d'informations. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que on n'intègre pas forcément toutes les informations.
toutes les conséquences. Donc la répétition, elle est vraiment importante. C'est pas forcément acquis. Donc en tant que professionnel, c'est important déjà de toujours vérifier que les informations sont bien comprises, bien intégrées. Par ailleurs, les infirmières de coordination, l'avantage, c'est comme elles sont infirmières. Là aussi, au sein de l'association, on le voit. On renvoie beaucoup vers les infirmières parce que des fois, les personnes n'osent pas demander aux médecins. Parce que les médecins, les chirurgiens, on l'aura. Ils veillent. Bon, on n'ose pas trop les déranger. Les infirmières, beaucoup plus. Disponible. Et parfois, elles vont être le traducteur. À elles, on va poser des questions qu'on n'osera pas poser à des d'autres professionnels. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs professionnels avec à la fois des disciplines, mais également des personnalités différentes, c'est aussi ce qui fait que l'information, la communication peut circuler et qu'il peut y avoir une prise en charge continue. Tout à fait, c'est vraiment le résumé, effectivement. On est là, donc disponible. En général, comme disait Élodie tout à l'heure, on reformule, on revoit ce que le patient a pu comprendre de l'intervention, de la pathologie, etc. Mais ce n'est pas juste pour qu'il intègre non plus, c'est pour l'aider à vivre aussi tout ça au quotidien, en fait. Et pour pouvoir après être présent s'il y a besoin. Le médecin, on sait qu'il est aussi présent, mais nous, on fait le relais et puis on réoriente, tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien, je pense. Vous avez autre chose? Voilà, si vous aviez des questions, c'est le moment aussi d'échanger. Si vous aviez des interrogations ou des ressentis sur... je passe le micro au médecin. Ah, il y a quelqu'un qui voulait? D'accord. Je ne sais pas s'il y a des questions, oui, allez-y. Oui, je voulais effectivement, comme madame, remercier les infirmières coordinatrices et tout le personnel parce que vous êtes vraiment notre soutien. Et c'est vrai que c'est difficile à vivre. Je m'excuse. Mais... Il n'y a pas de souci. C'est vrai, vous avez raison. Hein, quand on n'avait pas les infirmières de coordination, on avait vraiment le sentiment d'un manque dans cette filière de soins ORL. Alors moi, je suis radiothérapeute, donc j'interviens après le chirurgien. Et c'est vrai que j'interviens à un moment où les soins s'arrêtent et on avait vraiment ce sentiment de vide derrière parce qu'on disait, mais je lâche mon patient dans la nature et je suis pas en capacité de lui donner des ressources derrière pour gérer cet après-cancer, en fait. Et c'est vrai que depuis, il y a beaucoup de dispositifs qui se sont mis en place sur l'activité physique, sur plein de choses, sur la nutrition, sur la psychologie. Mais les IDEX, c'est vraiment ce lien global avec l'ensemble des équipes. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement réconfortant parce qu'on sait qu'on laisse nos patients à d'autres professionnels qui vont permettre de faire ce relais, qui vont pouvoir nous dire, Sébastien, tiens, ce patient-là, il m'a informé de ce problème-là. Est-ce que tu peux le revoir plus tôt ou autre? Et donc, c'est vraiment une aide majeure. Oui, moi, à titre personnel, parce qu'on a évoqué tout à l'heure le fait que ça fait un peu quelques années que je suis là et que j'ai vu la chirurgie évoluer. Et c'est quelque chose de objectivement très impressionnant. J'étais interne il y a 20 ans quand j'ai commencé. Et en 20 ans, on a vraiment vu changer radicalement. Et pour ceux qui ont vu les mandibulectomies sans reconstruction et qui voient maintenant des patients où, si on est à 5 mètres, on ne sait pas en fait que les patients ont été opérés. Il y a la cicatrice qu'on regarde de près, mais on ne sait pas qu'ils ont été opérés. Donc, il y a eu des progrès absolument incroyables en termes de chirurgie, de réhabilitation. Mais du coup, c'est super, mais ça majore un petit peu quand même le risque de handicap non visible qui a été évoqué et qui est particulièrement marqué chez les patients ORL. Alors, tous les cancers sont atroces, etc. C'est pas la question, mais quand même, ça a été évoqué de façon multidisciplinaire sur l'aspect fonctionnel qui peut être absolument majeur, le retentissement majeur. Et c'est quand même un des cancers dont on ne parle pas tant que ça, loin s'en faut, et pour lequel il y a des
conséquences qui sont majeures. Et le taux de retour à l'emploi est absolument catastrophique. Et c'est ce qu'on ne voit pas forcément dans les autres cancers. Donc voilà, le message, c'était juste dire, c'est super que nous, médecins, je ne suis pas chirurgien, donc je ne m'inclus pas dedans pour la reconstruction, mais qu'il y ait des super progrès sur l'amélioration des contrôles, l'amélioration de la fonctionnalité, mais il reste quand même que c'est des traitements super lourds. Tous les patients, parce que ça forcément c'est la soirée où on met le doigt sur les séquelles, donc tous les patients qui ont un traitement n'ont pas forcément des séquelles qui sont marquées, mais il y a des séquelles marquées qui sont relativement fréquentes et qui peuvent être importantes, multimodales et impacter définitivement, d'où l'importance du soutien. Merci, un super grand merci pour les échanges que vous avez, et puis toute l'humanité que vous avez pu amener, le recul que vous avez, alors que finalement vous êtes, la prise en charge était relativement proche, mais voilà, c'est très très enrichissant pour nous tous, en tout cas. Après, c'est vrai que c'était la thématique de la soirée. On a vu tout ce qui était séquelles, mais Florian l'a quand même un petit peu dit. Il y a aussi des patients, parce que c'est aussi important d'avoir un discours positif qui se reconstruisent avec ou sans séquelles. On a des patients qui ont très peu de séquelles. Moi, j'ai un patient, à chaque fois que je le vois, il me raconte les Ironman qu'il fait ou les marathons qu'il fait. Voilà, on a des patients qui conservent leur travail. J'ai comme ça l'image d'un cadre supérieur et qui n'a jamais eu d'impact négatif de son cancer sur sa prise en charge. Et puis, il y a, avec des séquelles, des reconstructions possibles. Je crois que Virginie, et ça fait maintenant quelques mois qu'on discute ensemble, qu'on travaille ensemble. Bah voilà, je pense que on peut dire que tu as des séquelles, que tes séquelles elles sont importantes, mais que malgré des séquelles importantes, bah, il y a une reconstruction qui est possible, il y a des projets qui sont possibles. Toi, tu l'as fait en partie avec le Becquerel Lab, avec tous tes engagements aussi autres, notamment associatifs, avec Corasso, sur lequel on a par exemple plein de projets. Dans quelques jours, il y aura un théâtre forum qu'on a co-construit avec Corasso sur la thématique de la difficulté de communication des patients en ORL. Donc voilà, même quand on a des séquelles, ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas des reconstructions sociales, professionnelles et humaines riches qui ne sont pas faisables et qu'on ne peut pas tous vivre ensemble. N'hésitez pas s'il y a des questions. Bonsoir, je suis orthophoniste en libéral à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Moi, je souhaitais vous alerter sur le fait qu'en libéral, on a un peu de mal. J'arrive à avoir des comptes rendus orthophoniques, mais on a un peu de mal à avoir les infos médicales, les comptes rendus, etc. Les patients n'ont pas toujours les infos. Et moi, j'ai du mal à joindre le secrétariat, j'ai du mal à avoir des mails. Donc, est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir un petit peu plus de liens avec les libéraux, puisque effectivement, les patients, comme vous l'avez dit, on les voit longtemps. On essaie d'être disponible dans les prises en charge, de les voir plusieurs fois par semaine, et on a un lien assez fort avec eux. Mais sur la partie lien avec Becquerel, je trouve qu'il y a encore des améliorations qui sont possibles, je pense. Merci. Bah, merci de la remarque, c'est vrai. C'est pas toujours simple à penser, à construire, penser à savoir qui sont tous les correspondants. Et puis c'est simple de mettre des correspondants à un moment donné, mais quand c'est 5 ans après et qu'on est dans le vivre après le cancer, bah, effectivement, avant on n'avait pas d'orthophoniste, après on a un orthophoniste. Le patient il va pas obligatoirement nous le dire. Vous allez pouvoir lui dire, demandez bien au médecin qui vous donne le compte rendu. Il va peut-être oublier tout simplement de nous le dire. Je crois que c'est assez rare. On essaye de réfléchir à comment transférer au maximum les informations. Il faut quand même savoir aujourd'hui que tous les comptes rendus des consultations sont mis dans le dossier personnalisé des patients. Donc les patients, eux, ils ont obligatoirement accès à leurs comptes rendus médicaux. Donc normalement, le patient, il peut vous donner tous ces comptes rendus. Alors c'est une vraie question que je me suis moi-même posée. Alors nous, pour les médecins correspondants, globalement, je pense que ça fonctionne plutôt bien. Après, je ne sais pas si vous avez l'IFEN ou comment on peut améliorer ce point-là très concrètement. D'accord. Ok. Communiquer par MS Santé, oui, j'ai des retours de la boîte mail comme qu'elle est pleine et que mon mail n'a pas été remis. Enfin, j'ai eu ça plusieurs fois là, dernièrement. Ok. Ouais, sinon, après, effectivement, il y a les IDEC et Oriane qui peuvent faire le relais. Mais, voilà. Mais c'est un peu la croix et la bannière.
Après, MS Santé, vous ne pouvez pas nous envoyer directement de mail sur notre boîte à nous, MS Santé ou... Il me faut votre nom déjà, et je l'ai pas toujours. D'accord. Bon, il faut qu'on essaie de voir un Sinon, moyen pour améliorer ça. moi, depuis que je suis là, je fais toujours un exemplaire patient que j'envoie, parce qu'ils n'ont pas tous, enfin, il n'y en a pas beaucoup qui ont Internet, machin, qui ont accès au DMC. J'ai même vu des généralistes qui ne savaient pas aller sur le dossier médical, là, mon dossier de santé. DMP. Ouais. Donc, j'envoie un exemplaire aux patients qui peut montrer aux correspondants qui n'ont pas été, qui ne sont pas dans la boucle. Et quand on a le nom de l'orthophoniste, je refais un compte rendu de ma consultation. Il faut qu'aussi nous on ait effectivement votre contact parce qu'on dit, on fait la prescription d'orthophonie, on ne sait pas nécessairement qui exactement le patient. On est 12 dans le département des Catherine. Effectivement. Et moi, je voudrais juste rajouter, ça fait donc 1 an et demi que je suis à Becquerel maintenant. J'essaye de me mettre de plus en plus en contact avec les orthophonistes libérales. Donc, quand il y a besoin, c'est aussi possible. Il faudrait que je communique davantage mon mail, que moi, je renvoie après les comptes rendus de bloc opératoire et de suivi d'hospitalisation des patients. Donc ça, j'essaie de le faire davantage. Mais c'est vrai qu'avec les IDEC, je pense que c'est aussi peut-être plus facile d'être en contact. Lorsqu'on les voit en post-traitement, justement, avec l'ordonnance qui a été faite par le chirurgien, on demande le nom et prénom de l'orthophoniste. Donc, on pourrait, je pense, faire quelque chose dans ce sens. Donc, si vous avez une message reçu, vous pouvez nous appeler sans problème. On va essayer d'améliorer les choses. Il y a une autre question dans le fond à ça ? Nicolas Zuilly, chirurgien dentiste. J'abonde dans le sens de ce que vous dites pour les orthophonistes, mais pour les chirurgiens dentistes, c'est à peu près la même chose. Parce que là, j'ai eu l'autre jour une de mes patientes qui a été opérée et gravement, et on me demande donc pour la radiothérapie d'avoir des gouttières fluorées. Donc je m'imagine que je vais pouvoir prendre porte-empreinte et empreinte classique comme je le fais d'habitude, sauf que par rapport à ce que je vois, et où effectivement je n'étais pas prévenu, le porte-empreinte il passe pas, parce qu'effectivement elle a beaucoup de mal à ouvrir, parce qu'il y a un certain nombre de choses, et que pour le coup, la consultation où elle a fait, elle s'est déplacée, et c'est pas si simple que ça, et bien pour le coup elle a servi à rien, parce qu'il faut que je remette une autre, où pour le coup là je vais être obligé de gérer avec caméra optique, avec un certain nombre de choses, mais qui prend pour le coup beaucoup plus de temps, parce que je n'avais absolument pas programmé au niveau de mon emploi du temps. Donc c'est vrai, et pour le coup, c'est vrai que les patients disent qui est leur chirurgien dentiste, comme peut-être ils peuvent dire aussi qui est leur orthophoniste, et qu'il n'y a pas toujours le contact qui se fait. Voilà. Alors ça tombe bien parce qu'il y a une soirée sur les soins dentaires, si je ne me trompe pas, le 16 décembre, et que depuis plusieurs semaines, on est en train d'échanger sur cette problématique-là, d'essayer de mettre systématiquement dans le dossier des patients le chirurgien dentiste, des patients ORL, le chirurgien dentiste, et pour qu'on puisse, nous, notamment en radiothérapie, être en capacité de vous donner une synthèse un petit peu des soins de radiothérapie qui ont été faits, pour dire les dents qui seraient ou pas à risque. Après, sur les gouttières fluorées, c'est un peu étonnant comme parcours, parce que normalement c'est un parcours où tout est fait en interne en radiothérapie au centre Henri Becquerel. Normalement les gouttières on les fait en interne, je ne sais pas pourquoi là ça a été fait vers l'extérieur, mais bon, en même temps ça permettait à la patiente de se remettre en lien avec vous. Mais en tout cas c'est une problématique qu'on connaît, sur laquelle on travaille actuellement. Alors, il faudrait peut-être plutôt travailler sur l'idée d'informations ciblées, plutôt qu'effectivement vous mettre à chaque fois dans les correspondants de toutes nos consultations, même de surveillance. A priori, ça n'a pas de sens pour vous. Il faudrait qu'on réfléchisse à un système d'informations ciblées, peut-être juste à la fin de la prise en charge. Voilà, enfin, à réfléchir, mais volontiers pour en discuter avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Non, on me dit qu'en plus il faut couper la parole, donc merci beaucoup. On vous remercie d'être venu, d'avoir peut-être écouté en distanciel. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Il est possible de prendre un verre ou de manger quelque chose au premier étage au niveau de l'Agora. Merci beaucoup.
Je voulais juste ajouter quelques informations. La semaine prochaine, nous avons un nouveau rendez-vous Becquerel, le lundi 22 septembre, donc sur la prévention des cancers gynécologiques. Donc on vous attend aussi. N'hésitez pas à vous y inscrire. En novembre, ça sera le cancer de la prostate, du dépistage à la surveillance. Et comme le disait tout à l'heure le professeur Thureau, le 16 décembre, on sera sur le dentaire et la cancérologie. Donc vérifiez bien vos prochains mails. Et effectivement, on vous attend au premier étage à l'Agora pour un moment de détente et continuer vos conversations. Merci de votre fidélité.